Deux étrangers se rencontrent et deviennent immédiatement amis. Mais leurs rêves communs prendront un tour funeste et dramatique quand ils mettront à exécution un plan sanguinaire, né d'une liaison fatale. Police! Tout le monde à terre! Tout de suite, à terre! Tout le monde à terre! À genoux! À genoux! Elles ont d'abord pensé que les moines priaient, car ils s'allongeaient souvent par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que le fil a été coupé. Elle se demande si les moines ont une explication pour le fil de téléphone coupé. C'est l'odeur du sang qui les a frappés en premier. Et après, elles ont vu. Elles ont compris qu'ils ne dormaient pas. Ils étaient morts. Les deux femmes partent en courant et se rendent dans une maison voisine pour appeler les secours. Quelques minutes plus tard, des membres du bureau du shérif du comté de Maricopa arrivent en force. À mon arrivée, la température extérieure était de 45 degrés. C'était étouffant. La police était en train d'arrêter des groupes d'Asiatiques. Il y avait des hélicoptères qui survolaient la zone. Ça m'a rappelé le Vietnam. Mais c'est le spectacle à l'intérieur du temple qui est réellement choquant. J'ai vu beaucoup de meurtres. Des gens décapités, des gens avec une balle dans la tête, des gens tués dans des accidents de train ou de voiture. Mais je n'avais encore jamais rien vu d'aussi horrible dans un seul et même endroit. 9 cadavres disposés en cercle, la tête vers le centre. Les victimes sont allongées face contre terre, les mains derrière le dos. Elles ont toutes reçu une balle à l'arrière de la tête, à bout portant. Rien n'indiquait que les victimes avaient résisté. En réalité, c'étaient des individus non violents. Le fait qu'ils aient pu être assassinés de cette façon a vraiment choqué tout le monde. 6 des victimes sont des moines, pour la plupart âgés d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Une religieuse de 71 ans a également été tuée, ainsi que son petit-fils de 16 ans et un jeune homme de 21 ans, qui était de passage au temple. C'était des gens qui vivaient là depuis quelque temps, plusieurs années pour certains. C'étaient tous des résidents du monastère. La sauvagerie du crime met la communauté bouddhiste locale en émoi. Ils ne font jamais de mal à personne. Ils sont gentils et accueillants avec toutes les personnes qui viennent leur rendre visite. Ça m'a fait beaucoup de peine. Les enquêteurs identifient sans mal les armes utilisées. Ils retrouvent 17 douilles de carabine 22 longs rifles et 4 cartouches jaunes de fusil de chasse. Les douilles et les cartouches retrouvées par terre étaient très inhabituelles pour un homicide. Ce sont des armes que tous les fermiers du coin ont chez eux, derrière la porte de leur chambre.
Le mobile est plus mystérieux. Une fouille du temple révèle que de nombreux objets ont disparu, notamment du matériel stéréo, des caméras, des bijoux et du liquide pour un montant total d'environ 2600 $. Le coffre-fort du temple est parfaitement visible, mais il est resté intact. Le fait que le coffre ne soit pas ouvert indiquait que les moines ignoraient la combinaison, ou qu'ils avaient refusé de la donner aux tueurs. Les enquêteurs se demandent si le vol est le seul mobile de ce meurtre, la pire tuerie de l'histoire de l'Arizona, lorsqu'ils découvrent le mot « Bloods », sang en anglais, gravé sur un des murs. On a tout de suite exclu le gang Bloods, car ça ne correspondait pas du tout à leur méthode. On s'est dit que c'était pour brouiller les pistes. Le drame fait les grands titres des médias américains et internationaux. Ils ont tué méthodiquement 9 individus. À Washington, on assure au gouvernement thaïlandais que tout est mis en œuvre pour retrouver les coupables. Dans une enquête criminelle classique, on a la pression. Mais c'est nous qui nous la mettons. Là, on avait 9 cadavres et un retentissement international. Le climat était vraiment explosif. Le bureau du shérif du comté de Maricopa forme un détachement spécial chargé de mener l'enquête. À la fin, il y avait plus de 200 personnes impliquées dans l'enquête. 66 d'entre elles étaient des policiers venus de 7 ou 8 services différents. Ce n'était pas une unité homogène. Russ Kimball, le meilleur inspecteur du comté, prend la tête du détachement spécial. Avec autant de services impliqués, c'est dur de mettre tout le monde d'accord et de dire « voilà ce qu'il faut faire ». Chacun a son idée sur la question. Et comme dans toute enquête criminelle à fort retentissement, les rumeurs vont bon train. Les liens des victimes avec la Thaïlande, qui était à l'époque une plaque tournante du trafic international d'héroïne, font penser à un crime lié à la drogue. On a à nouveau fouillé le temple, mais ça n'a rien donné. On n'a trouvé aucune preuve de l'implication de ces moines dans un trafic d'héroïne ou d'une quelconque autre drogue. Le détachement spécial s'intéresse alors aux personnalités des victimes. Selon la rumeur, un des moines aurait eu une liaison avec une femme mariée. La jalousie, la rancune, le sexe, l'adultère, tous ces éléments expliquent souvent tel ou tel crime. C'étaient des pistes qu'ils devaient explorer. Mais leurs recherches ne mènent nulle part. Un mois après le début de l'enquête, la police est dans une impasse. Entre le 10 août et le 10 septembre, le détachement spécial a enquêté sur des centaines de personnes. Mais ils n'ont pas trouvé un seul suspect susceptible d'avoir joué un rôle dans ce crime. C'était un vrai travail de fourmi. On n'arrêtait pas, on cherchait, on cherchait. Et les enquêteurs commençaient à s'agacer, surtout les membres de la brigade criminelle. Mais leurs efforts finissent par être récompensés. Le détachement spécial reçoit une information, selon laquelle une des armes utilisées dans la tuerie a été repérée par un agent de la police militaire à une base aérienne voisine. Et ils ont un nom. Rolando Caratacea. Vous rouliez un peu vite, non? S'agit-il d'un des tueurs? En septembre 1991, un détachement spécial de la police de Phoenix, en Arizona, enquête sur une tuerie dans un temple bouddhique. Leur meilleure chance d'arrêter les coupables est de retrouver les armes du crime. Une carabine 22 long rifle et un fusil de chasse de calibre 20.
Un mois s'est écoulé depuis le drame et la tension est à son comble. Le détachement spécial reçoit une information d'un agent de la police militaire de la base aérienne de Luke. Rolando Caratachea, 17 ans, aurait récemment été arrêté à la base, en possession d'une carabine 22 long rifle. C'est votre arme? Oui. À l'époque, la police militaire n'avait pas mesuré son importance. Ils ne savaient pas que le shérif recherchait une carabine 22 long rifle. C'est mon arme. Vous voulez bien me la montrer? Quand ils en ont trouvé une à la base. Tenez. Mais avec 2 ados dans une voiture, ils leur ont juste dit de quitter la base et de prendre la carabine avec eux. Je vous conseille de partir et de ne pas vous aviser de revenir. Très bien. La base aérienne de Luke est située à 1500 mètres du temple. On est allé interroger Rolando. L'adolescent présente la carabine, mais déclare qu'il ne l'avait pas au moment des meurtres. Elle a besoin d'être nettoyée. Je l'ai prêtée à un ami et il me l'a rendue sale. Comment s'appelle votre ami? On lui a demandé à qui il avait prêté la carabine. Je sais plus. J'ai beaucoup d'amis. Que savez-vous sur le temple bouddhique? Rolando partage un appartement avec Jonathan Doody, 17 ans. Doody était un fils de militaire. Son père était en garnison à la base aérienne de Luke et lui était à l'école militaire. Doody déclare qu'il a été très choqué par les meurtres. Il nous a dit qu'un de ses amis faisait partie des victimes qui avaient été tuées. Vous connaissiez quelqu'un d'autre? Non. Les enquêteurs emportent la carabine pour la soumettre au laboratoire scientifique. Mais elle vient s'ajouter à des dizaines d'autres armes déjà saisies. C'était un objet de plus à analyser sur une longue liste. À l'époque, je crois qu'on avait 90 carabines en attente d'être analysées. Dans le même temps, une autre information tombe. La police de Tucson a reçu un appel d'un homme prétendant détenir des renseignements sur les meurtres. Il dit s'appeler Kelsey Lawrence. Mais la police ne trouve rien dans ses fichiers. Pas d'extrait de naissance ou de dossier d'employeur, rien. Après recherche, la police apprend que le coup de fil a été passé depuis un hôpital psychiatrique de Tucson et établit même l'identité de l'appelant. C'est seulement à ce moment-là qu'il a donné son vrai nom, Michael Lawrence McGraw. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! McGraw subit un interrogatoire en règle. 2 policiers l'interrogeaient en même temps pour le faire parler. J'y étais pas. C'est clair. Les policiers n'en pouvaient plus, ils se fatiguaient. Alors le chef envoyait des remplaçants. 2 autres. Et encore 2 autres après. McGraw finit par craquer. Ils étaient 8. Ils ont roulé de Tucson jusqu'à Phoenix. Dans 2 voitures, ils ont roulé jusqu'à ce qu'ils appelaient une église. Ils sont tous entrés et moi je suis resté dehors. Au bout d'1 heure, il dit qu'ils sont ressortis et qu'ils ont pris la fuite. Il y avait quelque chose sur le mur. Bloods. Ce type savait quelque chose, car l'histoire de l'inscription gravée dans le mur n'avait pas été divulguée à la presse. McGraw maintient qu'il n'est pas directement impliqué dans les meurtres. J'ai tué personne. Il n'arrêtait pas de changer de version. Il était épuisé. Il disait qu'à cause de ses médicaments, il ne se souvenait pas de tout. Je vous ai dit tout ce que je sais. Laissez-moi sortir. Il disait qu'il avait l'esprit embrouillé. Les enquêteurs prennent au sérieux sa déposition. On avait ce type dans un hôpital psychiatrique. Laissez-moi sortir. Mais on n'avait pas les idées claires. Quel était son passé, son histoire?
La police pousse McGraw à donner le nom de ses prétendus complices. D'accord. 4 hommes sont convoqués pour interrogatoire. Après des heures sous le feu des questions, ils avouent tous le massacre du temple. Le 13 septembre, ils sont inculpés de 9 meurtres avec préméditation et sont surnommés les Tucson Four par les médias. Je me rappelle qu'un membre du détachement s'est assis à côté de moi et m'a dit « Vous avez fait du très bon boulot. » Le soulagement était immense. Le détachement spécial annonce qu'il a récupéré une des armes du crime auprès des Tucson Four, une carabine Marlin. Mais quelques heures plus tard, une nouvelle inattendue tombe. Le laboratoire scientifique a analysé la carabine semi-automatique Marlin et ils ont tout de suite établi que ce n'était pas l'arme du crime. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute d'après leurs analyses balistiques. On était littéralement abasourdis. Sous le choc. On était totalement déroutés. Le lendemain, un nouveau rebondissement vient encore semer le trouble. Les 4 suspects se rétractent et déclarent qu'ils ont avoué sous la contrainte. Ils avaient subi de très longs interrogatoires menés par des équipes spéciales qui les avaient forcés à avouer. Et à la fin, ils ont tous dit la même chose. J'étais prêt à leur dire n'importe quoi pour quitter la pièce. Je n'ai rien fait mais j'ai avoué juste pour pouvoir sortir de cette pièce. Ces allégations font la une des journaux. Les familles et les amis des Tucson Four se rallient à eux pour clamer publiquement leur innocence. On pensait malgré tout qu'on avait assez d'éléments pour ouvrir un procès et on a obtenu plusieurs inculpations. Puis, le laboratoire scientifique identifie la véritable arme du crime. La carabine 22 long rifle saisie chez Rolando Caratachea, plusieurs semaines auparavant. Je n'en croyais pas mes yeux. On avait une arme du crime qui n'avait aucun lien avec les Tucson Four. Sur un terrain de camping au nord de Phoenix, des campeurs découvrent le cadavre d'une femme à l'arrière de son pick-up. Elle a reçu 2 balles dans le dos. La police n'a aucune idée de qui l'a tuée ni pourquoi. Mais l'enquête ne va pas tarder à établir un incroyable lien avec le massacre du temple. Après avoir inculpé 4 individus originaires de Tucson du meurtre de 9 membres d'un temple bouddhique, les enquêteurs apprennent que l'arme du crime est en fait liée à quelqu'un d'autre. Rolando Caratachea, un lycéen de 17 ans dont la carabine a été saisie 6 semaines auparavant. La carabine de Rolando faisait de lui le suspect numéro 1. Rolando Caratachea appartient à un gang local. Un groupe d'adolescents connus pour semer la pagaille après minuit. Ils volaient des voitures, ils pénétraient dans des entrepôts abandonnés, ce genre de choses. Avec 2 arrestations pour cambriolage dans les mois précédant les meurtres du temple, Rolando Caratachea est dans le collimateur de la police. Le détachement spécial devait changer complètement de direction. On devait se concentrer sur Caratachea et toutes les personnes qu'il connaissait. Rolando est très ami avec Jonathan Doody, 17 ans, et Alex Garcia, 16 ans. Ils étaient camarades de classe dans un lycée d'Avondale, en Arizona. Ils étaient devenus amis. Plusieurs fois pendant l'été, ils avaient vécu les uns chez les autres. Rolando est convoqué pour interrogatoire. Bon, j'ai pas besoin d'avocat. Et vous n'avez pas besoin de prévenir mes parents. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il était insolent. Il était très sûr de lui, très déterminé. Il a tout nié en bloc.
L'interrogatoire dure plusieurs heures. Mais Rolando tient bon. Après que Karatachea nous a dit à qui il avait prêté sa carabine, on est allé chercher Alex Garcia et Jonathan Doody. La police trouve Jonathan Doody au match de foot du lycée, auquel assiste son école militaire. Ils lui ont dit qu'ils avaient besoin de lui parler au sujet de la carabine que Rolando Karatachea lui avait prêtée. Et il a accepté de les suivre jusqu'au poste. Né en Thaïlande, Jonathan Doody a seulement 6 ans quand son père meurt. Sa mère l'abandonne et part s'installer en Allemagne, où elle rencontre et épouse un soldat américain. Elle a envoyé Jonathan et son frère chez des parents à elle dans une autre région de Thaïlande, donc il a aussi perdu sa maison. 2 ans plus tard, Jonathan et son frère partent retrouver leur mère et leur nouveau beau-père en Allemagne. Jonathan a dû s'adapter à un nouveau père et un nouveau pays, où le climat, la nourriture et la langue étaient différents. Son beau-père le punit parce qu'il parle mal anglais. Tu m'écoutes? Il y avait de la violence et de l'agressivité au sein du foyer. On a aussi appris que Jonathan avait vu sa mère être frappée et maltraitée. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis? Je crois que l'instinct premier de Jonathan a été de se replier. Et il s'est replié sur lui-même. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'écoutes pas. Il s'est protégé psychologiquement pour que, quoi qu'il lui arrive, il ne souffre pas trop. La famille quitte l'Allemagne pour les États-Unis. Elle s'installe d'abord en Géorgie et enfin en Arizona, où Jonathan est une fois de plus victime de moqueries. Il n'était pas très sociable. Il avait un très fort accent, ce qui lui valait d'être la cible de railleries très fréquentes. Allez John, défends-toi! La façon dont un enfant de 9 ou 10 ans réagit dépend de la manière dont il a réagi plus jeune. Et Jonathan s'est encore plus replié sur lui-même. Il s'est réfugié dans ses rêves. Il imaginait un monde plus sûr, plus facile. Jonathan comprend qu'il doit s'endurcir. Et il se prend de passion pour l'armée. La discipline militaire, les ordres, l'emploi du temps bien réglé. Tout cela était profondément ancré dans son esprit. Au lycée, Jonathan trouve enfin un ami. Alex Garcia, qui a lui aussi eu une enfance difficile. Alex pense que son frère est le préféré. Le bulletin de ton frère est toujours bon. Pourquoi est-ce que le tien est juste moyen? Et cette expérience a éveillé en lui des sentiments de colère et de rancœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler? Mais dans toutes les familles et toutes les cultures, la colère envers les parents est tabou. Tu m'écoutes pas. Très souvent, la colère est là. C'est ça, t'as qu'à partir. Mais elle est refoulée. Alex Garcia a des difficultés scolaires et redouble 2 fois. Quand il arrive en 6e, il a perdu toute confiance en lui. Il fait une tête de plus que tous ses camarades de classe, mais il a aussi une réputation de cancre. Et cela alimente sa piètre image de lui-même, son agressivité. Alex Garcia se tourne lui aussi vers l'armée. Il s'inscrit dans une école militaire, fois sous les ordres de Jonathan Doody. Pour une fois, ces 2 adolescents avaient l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui les comprenait. Pour Jonathan, Alex était un égal qui n'allait pas se moquer de lui et accepter ses problèmes de langue. Pour Alex, Jonathan était un frère aîné qui allait enfin lui témoigner du respect. Ils s'entraînent avec ferveur et rêvent même de diriger leurs propres opérations militaires.
Ils étaient obsédés par l'histoire militaire, les missions militaires, les armes militaires. Ils imaginaient des stratégies d'attaque. Mais aujourd'hui, dans la salle d'interrogatoire du bureau du shérif, Jonathan n'emmène pas large. La police l'interroge pendant 6 heures. Le souvenir des interrogatoires des Tucson 4 hante l'inspecteur Kimball. Je repensais aux critiques qu'on nous avait faites au sujet des interrogatoires des Tucson 4. Et je me disais que plus l'interrogatoire de Jonathan Doody durerait, plus on risquait de nous soupçonner des mêmes choses. Le même soir, les policiers retrouvent son ami, Alex Garcia, et l'amènent au poste pour l'interroger. Ils obtiennent également un mandat de perquisition pour le domicile qu'Alex et Jonathan partagent. Pendant l'été 1991, le père de Jonathan Doody a été transféré dans une autre base aérienne dans le Colorado. Mais Jonathan a obtenu de ses parents de rester en Arizona et de s'installer chez Alex Garcia pour le reste de l'année scolaire. La fouille met au jour des caméras et du matériel IFI semblable à ce volé au temple, ainsi qu'un fusil de chasse de calibre 20 qui pourrait être la deuxième arme utilisée dans la tuerie. J'étais à peu près convaincu que les analyses balistiques confirmeraient qu'il correspondait aux cartouches retrouvées sur le sol du temple. Je savais qu'on allait réussir à relier Alex Garcia au meurtre du temple. La police envoie le fusil de chasse au laboratoire pour analyse. Mais Alex Garcia refuse de répondre aux questions. Je veux un avocat. Dans la pièce voisine, les enquêteurs continuent d'interroger Jonathan Doody, qui se montre plus coopérant. L'enquêteur qui interrogeait Jonathan était très doux, très prévenant. Et c'est exactement ce qui avait manqué à Jonathan toute sa vie. Il a senti que c'était ce dont Jonathan avait besoin pour être compris, pour être entendu. Tu es impliqué, n'est-ce pas? Oui. Doody reconnaît qu'il était au temple avec Garcia et déclare que Karatachea et 2 autres individus étaient également présents. Mais il admet seulement qu'il était physiquement présent. Il nie avoir tiré sur qui que ce soit. Il nie avoir eu une arme. Il nie avoir tiré. Alex Garcia entend à travers la fine cloison tout ce que son ami est en train de confesser. Jonathan est à côté, c'est ça? Ça l'a sans doute poussé à nous dire la vérité, à nous dire exactement ce qui s'était passé. Je lui dis, Alex, si tu es au courant de quoi que ce soit, tu dois nous le dire. Mais c'est à toi de décider. Avant, tu vas pouvoir parler à ton père. Il est ici, il t'attend. Et j'ai quitté la pièce. Garcia est autorisé à parler à son père. Et ensuite, le chef nous a appelés, mes collègues et moi, pour procéder à un nouvel interrogatoire avec Alex Garcia. La police va-t-elle enfin entendre la vérité au sujet du massacre du temple? Le lycéen Alex Garcia a accepté de dire aux enquêteurs ce qui s'est réellement passé à l'intérieur du temple bouddhique, le soir où 9 personnes ont été assassinées. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait un Bouddha en or pur. Il faut que je trouve l'argent pour m'acheter une voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va s'introduire dans le temple bouddhique. Ils ont un Bouddha en or. Quelqu'un leur avait dit que le Bouddha du temple était en or massif. Ils étaient jeunes et assez stupides pour le croire. On voulait le voler. Selon la version de Garcia, comme ils aimaient organiser des opérations militaires, ils voulaient prendre d'assaut le temple
comme dans un exercice militaire. J'avais le fusil de chasse de mon père et Jonathan avait la carabine de Rolando. Je portais un foulard vert sur le visage. Et Jonathan avait un chapeau et des lunettes protectrices. On avait acheté tout ça au magasin de la base. Quand on est arrivé au temple, on a fait ce pourquoi on s'était entraîné. On a forcé la porte. Police! Tout le monde à terre! Tout de suite! À terre! On a fait irruption et Jonathan a crié « Police !» Il y avait 5 ou 6 moines. Ils avaient l'air un peu surpris de nous voir. Jonathan a dit aux moines que des prisonniers s'étaient échappés et qu'on les recherchait. Je vais jeter un œil. On a entendu des objets se casser et tomber. Et puis, il est revenu. Allez, allez! Tout le monde au sol! Tout de suite! Alex! Après, c'était mon tour d'aller fouiller les autres pièces et voir s'il y avait d'autres objets de valeur. Tout le monde sur le ventre! Vite! Quand je suis revenu, Jonathan était debout sur le canapé. Son arme était braquée sur les moines. Jonathan s'est retourné et il m'a dit « Pas de témoin, on y va. » Et puis il s'est mis à tirer. Il s'est approché et il leur a tiré dans la tête avec son arme. Parfois, il leur a tiré dessus plusieurs fois pour être sûr qu'ils étaient morts. J'ai pris le fusil de chasse et j'ai tiré 4 fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rarement entendu des aveux aussi effrayants et aussi glaçants. J'ai fait ci, Jonathan a fait ça. Il n'y avait pas d'émotion, pas une once de remords chez Alex Garcia. À la fin, ils étaient tous morts. Alors on est parti. Ils avaient une mission et ils l'ont accomplie. C'était le lieutenant Doody et l'officier Garcia. C'était un pur fantasme, sauf que 9 personnes innocentes ont été tuées de sang-froid. Il grave le mot Bloods sur le mur et déclenche un extincteur pour mettre la police sur une fausse piste. Et les Tucson Four n'ont rien à voir avec ça. C'était juste Jonathan et moi. J'ai dû faire une pause pendant 1 minute parce que j'en étais malade. Je croyais ce qu'il disait et j'ai compris qu'on avait arrêté les mauvaises personnes. Les analyses balistiques sur le fusil de chasse saisi au domicile de Garcia prouvent qu'il a été utilisé au temple. Une chaussure appartenant à Garcia correspond également à une empreinte relevée sur les lieux du crime. On avait des preuves pour corroborer les faits. On n'avait pas juste des aveux. Le shérif reçoit un ultimatum. J'ai déclaré publiquement qu'à moins qu'on établisse un lien entre les Tucson Four et Jonathan Doody et Alex Garcia, je relâcherai les Tucson Four. Comme les éléments pesant contre Doody sont insuffisants, le procureur propose un marché à Garcia. Parfois, il faut ruser un peu. Vous revoyez légèrement à la baisse les chefs d'accusation de l'un pour coincer l'autre. En échange de son témoignage contre Doody, Garcia échappera à la peine de mort. Mais il y a certaines conditions à remplir.
Une des conditions, c'est que l'individu soit absolument sincère. Il doit confesser tous les crimes qu'il a commis. Un avocat explique le marché à Garcia, puis appelle Romley pour lui faire une révélation. L'avocat d'Alex Garcia nous a contactés et nous a annoncé qu'Alex Garcia était impliqué dans un autre meurtre. On était abasourdis, complètement abasourdis. Michel et moi, Dans une déposition, Garcia dit qu'un mois après les meurtres du Temple, il a commencé à sortir avec Michelle Hoover, 14 ans. Garcia rencontre la jeune Michelle Hoover, une jeune fille appréciée et respectée, une bonne élève. C'est son premier petit ami, sa première expérience avec un garçon. Il lui fait la cour et elle tombe amoureuse de lui très vite. Elle envisage de devenir pilote de course professionnelle. Sa famille n'approuve pas cette relation, mais il l'autorise à le voir dans des conditions très surveillées. je lui ai dit qu'il fallait qu'on s'en aille. Garcia supporte mal ce climat de suspicion et décide de prendre les choses en main. Il dit à Michel de voler le camion et le pistolet de son père et de s'enfuir avec lui. Pourquoi un pistolet? Au cas où. Et ils sont partis avec très peu d'argent et très peu de nourriture. Elle était folle de lui, comme on peut l'être quand on est amoureux pour la première fois. Quand Alex lui a proposé de s'enfuir avec lui, elle n'a pas hésité une seconde. Ils atterrissent dans un camping au nord-est de Phoenix. Sans argent, le couple se met en quête d'une personne à voler. Il rencontre Alice Cameron, 50 ans. Alice. Enchantée. Alex. Bonjour Alex. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai juste envie de changer d'air. Il engage la conversation avec elle et il apprend qu'elle campe seule. Du coup, c'est une cible potentielle. C'est là qu'Alice allait pour se ressourcer. C'était un très bel endroit. Elle avait un petit pick-up et elle dormait dedans. Elle y passait une nuit et elle adorait ça. C'était son refuge. Désormais, c'est au tour de Garcia de diriger une mission qui, cette fois, lui fera gagner au mieux une poignée de dollars et non une statue en or. Tu sais qu'on n'a plus d'argent. Oui. Il a déjà tué et il pense que cette fois-ci encore, il ne sera pas inquiété. Je suis sérieux. Si tu m'aimes, tu la tues. À Phoenix, en Arizona, Alex Garcia explique aux enquêteurs comment Michelle Hoover, sa petite amie de 14 ans, a attaqué Alice Cameron dans un camping. Michel a tiré sur Alice Cameron 2 fois dans le dos, alors qu'elle dormait sur un matelas dans son pick-up. Bien que blessée, Alice est toujours vivante. Elle pense qu'il est là pour lui porter secours, qu'il a été alerté par les coups de feu. Mais il n'est pas là pour l'aider, il est là pour la regarder mourir. Alice demandait « Pourquoi vous me faites ça ?» Elle était consciente. Elle était en état de les voir, de leur parler. Et apparemment, ça a duré un petit moment. Michelle Hoover, dans toute son incroyable innocence, et alors qu'elle vient de commettre ce crime atroce, demande à son petit ami combien de temps Alice va mettre pour mourir.
Alex et Michelle semblent avoir tous les deux des profils d'asociaux. Ils ont été capables de s'asseoir devant cette femme qu'ils venaient d'abattre de sang-froid et de rester imperturbables. Ils sont partis, à tort, du principe qu'elle devait avoir de l'argent, des cartes de crédit ou d'autres objets de valeur. Mais il s'est avéré qu'en fait, elle n'avait qu'$1 et quelques centimes sur elle, 3 fois rien. Le couple attend et avec une totale indifférence regarde leur victime s'éteindre peu à peu. Alice était une femme libre et elle était belle. C'était vraiment une très belle personne. Ils l'ont tuée pour de l'argent et ils n'ont eu qu'$1. La vie d'Alice ne valait qu'$1. Et c'est effroyablement triste. Contre toute attente, on apprend que le bureau du shérif a également résolu par erreur cette affaire, en arrachant de faux aveux à un homme qui campait à proximité. L'homme que la police a mis en prison n'a rien à voir avec ça. C'était juste Michelle et moi. Un procureur m'a appelé pour me dire qu'ils avaient arrêté l'homme qui avait tué ma sœur. J'ai demandé de qui il s'agissait. Et ils m'ont dit que c'était un vétéran du Vietnam qui souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, comme beaucoup d'anciens soldats. Il avait avoué et il était désormais en prison. Mais 14 mois plus tard, j'ai reçu un autre appel du même homme pour me dire qu'il y avait eu une terrible erreur. Et j'ai dit, une terrible erreur? J'étais fou de rage. J'ai immédiatement ordonné sa libération. Richard Rumley tient également sa promesse faite au shérif. En l'absence de preuves supplémentaires contre les Tucson Four, il annule toutes les charges pesant sur eux. Une ordonnance de non-lieu va être prononcée et une demande de remise en liberté des 3 accusés va être déposée. J'étais humilié et honteux. En tant que coordinateur du détachement spécial, j'avais laissé 4 innocents se faire arracher des aveux contre leur gré. Les Tucson Four toucheront plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts pour ce qu'ils ont enduré. Michelle Hoover plaide coupable pour homicide volontaire sans préméditation et est condamnée à 15 ans d'emprisonnement. J'ai trouvé que ce n'était pas beaucoup. Mais on m'a expliqué que si on était allé devant un jury, elle aurait rejeté la faute sur lui et lui sur elle. On aurait abouti à un doute raisonnable et ils auraient pu s'en sortir tous les deux. Ce qui est clair, c'est qu'elle n'éprouve aucun remords pour le crime. Elle regrette juste d'avoir été arrêtée. Pour éviter la peine de mort, Alex Garcia accepte de plaider coupable pour 10 meurtres et de témoigner contre Jonathan Doody. Il est condamné à 271 ans de prison. Alex, c'était vraiment le diable. Je n'ai jamais vu personne avec un regard aussi froid. Son attitude était celle d'un individu totalement dénué de la moindre compassion pour qui que ce soit. Jonathan Doody continue de clamer son innocence quand son procès pour les meurtres du Temple s'ouvre en mai 1993. On comptait sur Alex Garcia, ainsi que sur quelques preuves qu'on avait contre Doody. Mais son avocat s'est révélé assez efficace. Il a dit, regardez, nos aveux n'ont aucune valeur, comme ceux des Tucson Four. La tactique est payante. Jonathan Doody est reconnu coupable. Mais comme le jury n'est pas convaincu qu'il a appuyé sur la détente, il échappe lui aussi à la peine de mort. Il est condamné à 281 années de prison. À ce jour, je reste convaincu que Jonathan Doody était le meneur. Mais est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on a une photo? Non. Pour Jonathan Doody, le vol n'était peut-être pas le seul mobile. Jonathan éprouvait de la colère pour sa mère, mais il la refoulait. Il n'avait pas le droit d'exprimer ce qu'il ressentait. Et il n'y avait pas meilleure cible pour décharger sa colère et son hostilité
que le temple où sa mère allait prier. Plus de 20 ans après le drame, Jonathan Doody continue de faire appel de sa condamnation. Russ Kimball est toujours hanté par les erreurs commises par le détachement spécial. Et il dit que cette expérience l'a fait beaucoup réfléchir. Parfois, la vie vous impose des épreuves et vous oblige à prendre du recul. Alors vous vous dites, non, c'est mal, je ne veux plus participer à ça. Je risque de faire du mal à des gens, voire même de les tuer si je prends la mauvaise décision. Je ne veux plus faire ça. Au temple bouddhique, la vie a repris son cours. Dans un jardin voisin, un monument commémoratif a été édifié en mémoire des victimes. Notre religion apprend aux gens à pardonner et à oublier. Donc nous avons pardonné. Mais nous n'avons pas oublié ce qu'ils ont fait à ces 9 personnes. Alex et Jonathan se sont trouvés et ils partageaient le même sentiment d'exclusion. Cette amitié a été fatale. Ils se sont lancés dans cette opération en s'imaginant qu'ils jouaient aux soldats. Au départ, c'était un fantasme qui s'est transformé en véritable tragédie et qui a tué 9 personnes innocentes et pacifistes.